Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition et voici tout de suite le sommaire de ce vendredi 11 octobre. Et nous ouvrirons ce journal avec une avant-première. La Croix-Rouge monégasque proposait la projection du film documentaire Les filles de l'escadron bleu d'Emmanuel Nobécourt. Lancement de la saison 2019-2020 du théâtre Princesse Grace avec la pièce L'amant d'Harold Pinter. Le 11 octobre est depuis 2012 la journée internationale de la fille. En principauté, à cette occasion, une vingtaine de lycéennes et lycéens ont rencontré les élus du Conseil national. Et nous retrouverons en fin d'édition Sandrine Nègre en compagnie de notre invité du week-end, le chef colombien Juan Arbealez. Il était de passage à Monaco à l'occasion des Influencer Awards. La projection du film Les filles de l'escadron bleu a eu lieu jeudi soir à l'espace Léo Ferré, une avant-première en lien direct avec les valeurs de la Croix-Rouge. Vous allez comprendre pour quelles raisons dans ce reportage de Sandrine Nègre. 3 dates tout d'abord. En 2016, Anne Fontaine réalise le film Les Innocentes, dont le scénario est tiré du récit authentique de Madeleine Pauliac, médecin de la Croix-Rouge française dès les années 40. 2017, Philippe Ménial édite un ouvrage sur cette femme hors du commun, puis avril 2019, réalisation des filles de l'escadron bleu, dont la projection a été proposée par la Croix-Rouge monégasque au cœur de l'espace Léo Ferré. C'est un film d'actualité. On peut penser que 70 ans avant, c'était la guerre en Europe, mais il y a des guerres encore. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et on continue à traiter, nous, les effets des guerres. On est juste à une vingtaine de kilomètres dans le centre pour les réfugiés, à Ventimille. Ça fait des années qu'on y est et on continue d'y être. La deuxième raison, c'est que c'est un film féministe, très clairement féministe. Et la Croix-Rouge monégasque, elle a plus de femmes en son sein que d'hommes, plus de femmes dans son conseil d'administration, plus de femmes bénévoles et plus de femmes salariées. Donc on aime le pouvoir des femmes et c'est vraiment des femmes qui ont fait bouger les choses. Les filles de l'escadron bleu, film d'Emmanuel Nobécourt et de Philippe Ménial, réalisé par Emmanuel Nobécourt justement. Information importante, Philippe Ménial est un descendant direct de l'héroïne. Il a donc, dès son plus jeune âge, été sensibilisé à l'épopée héroïque de cette dernière. Ces filles de l'escadron bleu, ce sont les 11 filles qui accompagnaient un médecin lieutenant de la première armée française à Varsovie et qui s'appelle Madeleine Pauliac. Et on l'a surnommée l'escadron bleu, car elle portait un uniforme bleu. Et quand elles sont parties en été, elles avaient chaud. Et quand l'automne est arrivé, elles pelaient de froid et il fallait les habiller. Donc très vite, on leur a donné un uniforme américain. Et c'est comme ça qu'elles sont devenues l'escadron bleu. Ce sont toutes des engagées volontaires. Elles ont entre 11 et 27 ans. Et elles ne savaient pas où elles allaient. Et ça va être une expérience très douloureuse et très dure, puisqu'on va les affecter au front de l'Est. D'abord à Dachau en Allemagne pour vider le camp de concentration de Dachau, et ensuite à Varsovie, dans une ville qui vient d'être rasée et où il faut rapatrier tous les Français qui sont retenus en Pologne par Staline. Il y en a 300 000. Les filles de l'escadron bleu à découvrir prochainement sur l'une des chaînes du groupe France Télévisions et la chaîne Histoire fait ainsi partie de ces films qui rendent hommage aux actions courageuses de femmes peu ou pas assez considérées de leur vivant, au même titre que la cinéaste Alice Guy Blaché, trop oubliée par l'histoire, à l'honneur il y a quelques jours avec Jodie Foster lors de l'événement organisé par Pink Ribbon Monaco. Le coup d'envoi de la saison 2019-2020 du théâtre Princesse Grace a été donné jeudi soir et c'est la pièce d'Harold Pinter, L'amant, qui a fait l'ouverture. Patricia Navarro a rencontré le duo au cœur de l'intrigue. Ton maman vient aujourd'hui? À quelle heure? À 3h. Ton amant vient aujourd'hui, c'est autour de cette phrase que se noue l'intrigue de la première pièce de la saison 2019-2020 du théâtre Princesse Grace. L'amant d'Harold Pinter présente toutes les caractéristiques d'un vaudeville avec un mari, une épouse, un amant donc, et pourtant cette pièce n'est pas un vaudeville. Manon Kneuzé et Clément Vieux interprètent le couple au cœur de l'intrigue. Ça a tous les codes d'un vaudeville, mais c'est une pièce sur le couple, sur une mécanique qu'ont mis en place un couple de trentenaires bourgeois à Londres dans les années 60 pour pimenter leur quotidien. Un jeu d'adultère dans lequel ils sont devenus totalement prisonniers, qui est devenu une mécanique un peu diabolique, dans lequel ils sont enfermés et le temps de la pièce se déroule à cet instant-là. Je ne suis pas complètement oublié. Jamais de la vie. J'avoue que c'est assez touchant.
Comment pourrais-je t'oublier? Le plus facilement du monde, il me semble. Mais je suis ici, dans ta maison. Avec un autre? Mais c'est toi que j'aime. Pardon. C'est toi que j'aime. C'était la première fois que Manon et moi travaillions ensemble et voilà, ça fait partie des belles histoires du spectacle, c'est qu'on a trouvé notre musique tous les deux. On s'entend particulièrement bien aussi, très bien en dehors, mais c'est vrai que sur scène, on a cette capacité aussi à se surprendre et le texte de Pinter, qui est une langue très particulière, nous permet à l'intérieur justement de ce qui est dit, de pouvoir trouver des choses, beaucoup de liberté, beaucoup d'amusement aussi, parce que c'est quand même une pièce qui est assez drôle, même si elle est très cruelle. Et notre complicité sert à se tendre des perches et aussi se tendre des pièges. L'épouse est partagée entre son mari et son amant qui ne sont en fait qu'une seule et même personne et la mise en scène, signée Stéphane-Olivier Bisson, s'appuie sur un troisième élément, un piano sur lequel joue Éric Capone. La musique vient ainsi appuyer la dramaturgie. Il était prévu déjà au départ qu'il y ait de la musique sur la pièce et que je devais la composer, mais c'était pas prévu que je sois sur scène. Donc j'avais déjà bien réfléchi à comment faire, parce que c'est une pièce qui est mise entre plein de choses, où rien n'est franchement affirmé, c'est de l'humour, mais en même temps c'est grinçant, rien n'est jamais gagné d'avance. Enfin, donc j'avais fait une musique sur ce ton-là, et puis finalement ils m'ont dit « mais tu voudrais pas la faire sur scène ?» Et là ça change, parce que ça me... Déjà, c'est super, c'est une super expérience, mais ça me donne... la différence, c'est que j'ai l'impression de donner une réplique musicale. Donc je leur réponds avec des notes à des moments. Donc, et puis des fois, c'est de la musique en fond, c'est un peu comme de la musique de film. Les notes de musique accompagnent donc le jeu dangereux dans lequel est plongé ce couple né de l'imagination du prix Nobel de littérature Harold Pinter. Cette version de l'amant est une toute jeune pièce créée au Festival d'Avignon et les spectateurs monégasques ont eu l'opportunité de la découvrir avant qu'elle ne débute sa tournée. L'amant d'Harold Pinter a donc ouvert la saison. Cette année encore, le programme sera extrêmement riche avec près de 30 dates. Des textes drôles, classiques, saisissants ou décalés. Je vous propose d'écouter le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, qui a composé la programmation en pensant à tous les publics. Pour tous les publics, mais surtout pour un public littéraire, parce que je suis très attachée au texte par rapport au théâtre. C'est quelque chose d'important, puisqu'il faut transmettre, il faut écouter. On écoute au théâtre, on regarde, mais on écoute aussi, donc le texte est très important. Il est vrai aussi qu'on va avoir de la comédie, qu'on va avoir des seuls en scène, qu'on va avoir des grosses productions qui, elles, se dérouleront au Grimaldi Forum. Donc il est vrai qu'on est heureux de pouvoir offrir à notre public un large éventail et pour tous les goûts, et il va pouvoir ainsi faire son choix, mais j'espère que son choix se portera sur l'ensemble de la saison. Vous composez ces saisons avec délectation ? Avec délectation. Par exemple, il y a un petit bijou de Philippe Claudel qui s'appelle La petite fille de Monsieur Lynn. Et donc c'est une adaptation d'un roman de Philippe Claudel que j'ai adoré. Et c'est vraiment de l'orfèvrerie dans littérature. Et parallèlement, il y a aussi un autre texte de Philippe Claudel qui est Le Compromis, où nous avons Pierre Arditi et Michel Leb sur scène. Donc vous voyez, on compose un petit peu différemment, mais tout en ayant toujours cette trame littéraire, parce qu'il faut qu'au théâtre, les gens se retrouvent et on peut se retrouver que dans un beau langage. Vous le savez probablement, des travaux du côté du Larvoto viennent de débuter pour rénover et embellir le site balnéaire. Depuis plusieurs jours, les commerçants libèrent les espaces, que ce soit boutiques ou restaurants. Le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, est allé à leur rencontre. On l'écoute. L'objectif de ma venue, c'est de montrer à nouveau tout l'intérêt que porte le gouvernement princier pour le projet de rénovation du Larvoto. Nous sommes aux côtés des commerçants, nous l'étions il y a 11 mois. J'étais sur place avec ma consoeur Madame Gramalia et ses équipes de l'ADO, notamment lors du coup de mer. Et nous avions pu à ce moment-là prendre la mesure de ce qui s'était passé et témoigner de notre soutien aux commerçants et les accompagner dans cette période compliquée. Aujourd'hui, c'est une période différente qui s'ouvre. C'est une opportunité
de rénover un ensemble et de le remettre, je dirais, aux plus beaux standards internationaux. Nous avons une magnifique urbanisation en mer qui est en train de se construire. Il était donc logique que nous fassions également quelque chose pour un Larvoto vieillissant. Là encore, on ne peut que saluer l'état d'esprit qui a été celui des commerçants qui ont été en contact notamment avec l'administration des domaines pour envisager durant cette période de fermeture des indemnisations en fonction de leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, l'idée, c'est véritablement, si vous voulez, de délivrer un double message. Nous y sommes. Le casque que je porte en témoigne, le chantier démarre dans les délais qui étaient convenus pour que nous puissions, là encore, et c'est important, par rapport aux commerçants, dans les délais qui ont été convenus, c'est-à-dire à l'ouverture de la saison d'été 2021, proposer un Larvoto entièrement refait à neuf. Alors que la condition féminine est une préoccupation majeure, l'association Chicane Icane sensibilise chaque année le plus grand nombre à la cause des jeunes filles. Une journée internationale y est dédiée et le Conseil national a tenu à s'y associer. Le reportage de Patricia Navarro. Ils sont élèves en terminale dans les établissements scolaires de Monaco. Ces jeunes qui ont pris la place des conseillers nationaux le temps d'une matinée sont tous sensibles à la cause féminine. À l'invitation du Conseil national et de l'association Chicane Icane, ils sont venus prendre part à la Journée internationale de la fille, une journée qui fait écho à celle des droits de la femme en mars. Des femmes élues ont partagé avec eux leur expérience et ce n'est pas un hasard si l'assistance n'était pas composée uniquement de jeunes filles. C'est vrai que c'était très important pour moi de convier autant de filles que de garçons. Effectivement, il y avait 9 filles et 9 garçons qui sont venus des établissements scolaires de la Principauté. Et j'ai été très heureuse de tous les accueillir et de recueillir aussi leurs questions et de pouvoir leur répondre. Et c'était très important pour nous de faire passer ce message que les filles et les garçons sont notre avenir et qu'il est très important, je veux dire, que ces nouvelles générations commencent tout de suite, je veux dire, à exclure justement les filles doivent faire ça, les garçons doivent faire cela. Madame, Monsieur, bonjour. Alors j'avais une question. Croyez-vous que dans le futur, il y aura une égalité parfaite? Comme je le disais devant le Conseil tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas assez représenté, je trouve, scolairement parlant. Et je trouve aussi qu'il faudrait plus de sensibilisation à ce niveau-là. Alors toi, par exemple, dans ton quotidien, de quelle manière essaies-tu d'être le plus respectueux de la condition des jeunes filles qui t'entourent? Je pars du principe qu'une femme et un homme, c'est égalité pour moi. Donc j'essaye d'intégrer normalement, comme mes amis aussi, autant filles que garçons, et essayer de faire les mêmes activités, les mêmes... tout ce qu'on fait en général. Maintenant, on est entouré de personnes qui luttent contre tout ce qui va être l'homophobie, discrimination, donc aussi l'égalité homme-femme. Et je pense que maintenant, une femme peut être égale à un homme. Après, pareil, ça va dépendre, par exemple, pour les inégalités de salaire, pour les uniformes et tout ça, parce que les filles, par exemple, sont obligées de porter des talons. Donc ça fait des problèmes de dos, ça peut faire mal. Tandis qu'un homme, lui, il a des chaussures plates. On va pas lui dire porte des talons. Je pense que vu qu'on est beaucoup sensibilisés quand même à ce niveau-là, les hommes se sont mis dans la tête que les femmes devaient être égales à eux. Et je pense que les filles se sentent entourées, donc elles ne se sentent pas forcément vraiment bien, mais elles savent, moi je sais que ça peut évoluer et qu'on pourra un jour arriver à être payé pareil que les hommes, à avoir des postes à responsabilité comme les hommes, à être bien entourés, à avoir notre place dans la société. Cette journée de la jeune fille marque l'occasion de rappeler qu'à Monaco, beaucoup a été fait au cours des dernières années pour faire avancer la cause féminine. Au Conseil national, par exemple, même si la parité n'a pas encore été atteinte, un tiers de l'hémicycle est féminin, la vice-présidente est une femme, tout comme la benjamine.
On voit vraiment un engagement politique au sein du gouvernement, au sein du Conseil national, mais aussi simplement dans les mentalités. Je pense aussi que la nomination de la déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes a fait énormément, a changé beaucoup dans les mentalités, a vraiment mis cette cause sur l'agenda en fait. L'association Chicanican organise également des ateliers dans les entreprises et les écoles, des clubs de lecture et invite le plus grand nombre à prendre des engagements en faveur des femmes ou jeunes filles dans la vie de tous les jours. L'objectif étant aussi en toile de fond de préparer aujourd'hui plus que jamais les esprits des jeunes dans la longue marche vers l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Passons à l'actualité en bref. La Maison de France propose tout au long de l'année différents rendez-vous, des conférences notamment à l'image de celle-ci consacrée à l'Union européenne et à l'importance que peut avoir la mer pour cette union. Les diverses politiques maritimes ont ainsi été présentées au public jeudi soir. Voici pour le tour d'horizon de l'actualité en principauté. Il est l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end. Il s'agit du chef colombien Juan Arbelaez. Sandrine Nègre l'a rencontré à l'occasion de la 2e édition des Influenceurs Awards. On regarde cet entretien. Tout d'abord, bonjour et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Merci de l'invitation, je suis ravi d'être là. C'est avec plaisir. Alors, toute première question, elle est très simple. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu dans quel cadre vous êtes en principauté. Moi, je suis venu parce que je suis nominé à la catégorie Food des Influencers Awards of Monaco. C'est la première fois pour moi. J'avais déjà entendu parler parce que ma femme Laurie Tillman, on va quand même le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai qu'elle avait été déjà nommée l'année dernière. Et cette année, on était nommés les deux et on se disait que c'était une occasion fantastique de visiter non seulement la ville et de vivre une expérience unique. Alors comment trouvez-vous la principauté depuis votre arrivée? C'est fantastique, à chaque voyage, chaque moment passé à Monaco en général, c'est toujours tellement chic, tellement classe, tellement sympa, c'est rempli de bonheur, c'est des week-ends qu'on n'oublie jamais parce que on est entre le luxe et le vrai. C'est toujours très authentique, je trouve, et on a l'expérience de vivre on a la chance de vivre des expériences qui sont juste uniques et à chaque fois, ouais, c'est inoubliable. Alors, de par votre métier, de par vos passions, la gastronomie, la cuisine, tous les plats n'ont pas de secret pour vous. Est-ce que là, on est quasiment, oui, on est sur l'eau, on est sur la mer Méditerranée. Est-ce que ici, ça vous inspire justement quelques saveurs, quelques plats particuliers? Bien évidemment, c'est vrai que dès qu'on arrive près de la côte et près de la mer, il y a le iode qui va venir faire partie essentielle de nos assiettes. Et je trouve que Monaco représente en plus, au niveau de ses restaurants et au niveau de sa cuisine, une variété, une mixité qui est assez incroyable. J'aime beaucoup cette ville parce qu'on peut faire de la très très grande gastronomie avec les 3 étoiles, enfin avec le Louis XV, avec d'Alain Ducasse, avec des restaurants qui sont peut-être un peu plus simples, de la bistronomie, avec des restaurants festifs comme Koya. Et je trouve qu'il y a une très belle mixité de restaurants où tout le monde peut se faire plaisir. Vous, comment, j'allais dire, pour reprendre une expression liée au monde d'Astérix, comment vous êtes tombé dans la marmite? Comment cette passion justement culinaire est venue à vous? Ça vient de ma mère et mon grand-père. Je me suis rendu compte très petit, je devais avoir 5 ou 6 ans, que le moment de passer à table était toujours un moment de partage. On oubliait les problèmes, on oubliait les prises de tête, on oubliait que l'oncle, le tonton ou le frère ou le machin s'était embrouillé. Et c'était un lieu de rassemblement. Et c'est ce pouvoir de rassembler les gens, de réussir à réunir, qui m'a toujours passionné. Je trouvais ça fantastique. Quelqu'un qu'avec quelques bouchées ou avec un très bon plat ou avec des odeurs, était capable d'oublier tous les problèmes que quelqu'un avait. Et je me suis dit, ça c'est vraiment le travail dans lequel j'ai envie de vivre. C'est ce partageur de bonheur. C'est réussir à se mettre à table, à faire oublier les soucis qu'on peut avoir dans la journée et passer un moment qu'on n'oubliera jamais. Donc moi, je ne me considère pas forcément juste comme un cuisinier, un vendeur, un marchand d'assiettes. Moi, je dis que je suis plutôt un partageur de souvenirs. Je préfère ça. Et quelqu'un qui peut pouvoir donner du bonheur comme ça, tout en étant aussi très, j'allais dire, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais healthy, c'est-à-dire que quand je vous suis sur les réseaux avec votre épouse, voilà, il y a quand même une envie de partager des bons produits, des bonnes saveurs et de ne pas manger n'importe quoi non plus.
Moi, je pense que le problème de peut-être d'un surpoids Ouais. c'est la mauvaise alimentation. Je pense que quand on mange bien, quand on mange, il y a l'équilibre. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je suis très bien à me manger une côte de bœuf d'1,5 kg tout seul avec une bouteille de rouge. Avec un cheesecake en dessert. Avec un cheesecake en dessert, avec des... Bon, ça nous rassure un peu quand même. Je le fais et j'adore ça, mais je sais que le lendemain, je ne vais pas le refaire au petit-déj. Bien sûr. C'est l'équilibre qui est très important. Et le choix des produits. Le choix est très important. Moi, je préfère manger une très belle viande, peut-être une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, et pas en manger une viande, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, mais de merde, 3 fois par jour. Donc c'est le choix des produits aussi qui va nous permettre et va permettre à notre corps non seulement d'éliminer plus simplement, mais de se faire plaisir en mangeant des meilleurs produits et pas partir dans les excès. Aujourd'hui, le problème, c'est les sucres qu'on trouve dans la malbouffe. Oui, il y en a partout. Qu'il y en a partout. Donc, c'est le choix des produits et c'est l'équilibre. C'est là l'essence. Nous, on fait du sport, oui, on fait du sport peut-être 3 fois par semaine, on fait des challenges sportifs, mais c'est cet équilibre qui te maintient. Et cet équilibre, c'est aussi l'un de vos objectifs sur les réseaux. Vous voulez un petit peu transmettre tout cela? Pour moi, les réseaux, ce n'est pas juste une méthode de communication commerciale, même si ça l'est, et c'est une puissance marketing qui est très très forte. Pour moi, les réseaux sociaux sont aussi un moyen de transmettre des informations, de transmettre des messages qui sont importants. Moi, je trouve que le métier de cuisinier, le métier des chefs, et on a un devoir qui est culturel, un devoir citoyen, qui est de transmettre aux adultes. Moi, je préfère aux enfants parce que c'est l'avenir, mais de transmettre le fait que manger un brocoli, ça peut être bon. Et c'est surtout bien de manger une viande, mais savoir la choisir. L'importance de la nourriture aujourd'hui est vitale. Et je trouve que les réseaux nous permettent aussi de transmettre ces messages. Alors, toute dernière question, comme vous êtes présent sur les réseaux, est-ce que vous suivez aussi d'autres personnalités comme vous? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez peut-être croisé José Garcia tout à l'heure, qu'on vient d'interviewer aussi. Est-ce que sur ces Influenceurs Awards, il y a parmi eux des personnalités que vous suivez vous-même sur vos réseaux? C'est marrant, vous parliez de José. Et vous pouvez me répondre, Laurie Tillman. Hein. Ah, c'est la première que j'ai suivie. Mais oui, Laurie Tillman notamment, parce que j'aime son énergie, j'aime beaucoup son mec aussi, il est très sympa. Oui, pareil. Non, je rigole, mais José Garcia, il y a une anecdote qui est très sympa, c'est que quand je venais, j'ai vu qu'il faisait partie et j'ai regardé son compte Instagram et je me suis rendu compte qu'il me suivait. Ah. Je me dis, mais c'est génial, oui, c'est génial qu'il me suive. Et j'ai envoyé un message, j'ai hâte de te rencontrer, on se voit au bar pour boire un petit ou sur un bateau, tequila, ou sur un bateau comme ça. On va se croiser. Et on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de choses en commun, notamment le sport, la voile, le kite, et qui est une personne aussi sympathique qu'on voit sur ses réseaux. Donc c'est pas que de l'image, c'est du vrai. Donc José, Laurie, et il y a Just Soul, que je trouve vraiment très drôle, et quand j'ai pas envie de trop me prendre la tête, j'adore défiler ces vidéos, sont assez marrantes. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, merci de nous avoir accordé ces instants sur Monaco Info. Merci pour l'invitation. Merci. À bientôt. C'était notre invité du week-end. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Le week-end s'annonce mitigé. Les nuages s'imposent progressivement jusqu'à dimanche. Lundi, le soleil devrait être plus présent, mais uniquement lundi, puisque mardi, des orages sont prévus. Température de saison globalement de 11 à 13 degrés le matin jusqu'à mercredi, puis de 18 à 21 degrés les après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.